Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Un référendum qui s'est déroulé en Équateur pourrait bien avoir des impacts à l'échelle internationale. On en parle avec Cybèle Olivier, qui est journaliste à la recherche ici à Cube Radio. Salut Cybèle! Salut! Bon, enfin une bonne nouvelle en environnement. Parle-moi de ça. Certain que ça fait du bien. Dès qu'on peut, on en parle aussi parce qu'il s'en passe des belles choses dans ce monde. Donc, les Équatoriens qui ont remporté une victoire qui est dite historique parce qu'ils ont choisi donc la nature sur le pétrole et ils vont préserver donc la réserve naturelle qui s'appelle Yasuni. Ça, c'est une portion de la forêt amazonienne qui est en Équateur et où il se trouve un très gros gisement de pétrole, très important pour la production du pays. Et donc, le 20 août dernier, les Équatoriens ont fait un référendum et ils ont forcé l'exploitation, ils ont forcé l'arrêt de l'exploitation pétrolière. Pour vous donner une idée, c'est assez gros, cet endroit-là, où ils récoltent beaucoup de pétrole. C'est à peu près 12% de la production du pays, qui est faite seulement dans cet endroit-là, qui est grand, mais pas tant que ça non plus. C'est à peu près là, 56 000 barils par jour qui est fait là-bas sur à peu près là, 500 000 barils produits par jour. Quand même. Moi, j'étais curieuse. Je vais vous donner une idée si, comme moi, peut-être vous dites, c'est-tu beaucoup, ça, presque 500 000 par jour? Chez nous, c'est quoi? Chez nous, c'est le plus qu'on a fait en une journée au Canada, c'est 5,57 millions de barils. Quand même. Donc, tu sais, oui, ils en font beaucoup de pétrole là-bas, mais comparé à nous, on se ramène sur Terre. Hein, on est quand même des gros producteurs de pétrole. Faudrait faire notre petite, nos petits trucs ici aussi, c'est sûr, pour le diminuer. Et on se dit un gouvernement vert. Hein? Et voilà. Donc, bref, on revient en Équateur. Quand même, on est content que eux puissent faire ça maintenant. Donc, c'est un gisement en question qui fait l'objet de problèmes depuis une dizaine d'années. Ça fait longtemps que les Yasunidos, donc ça, c'est le groupe écologiste qui essaie de protéger l'endroit. Ça fait longtemps qu'ils en parlent, mais le gouvernement qui est en place veut rien savoir de protéger ça parce que le pétrole, ça rapporte beaucoup d'argent. Donc là, bien sûr, ils ont essayé de le défendre, ça fait longtemps et ça ne fonctionne pas. Mais là, cet événement-là de référendum s'est produit finalement. C'est une victoire pour eux. Tout ça dans une période où en Équateur, ça brasse. Il y a de l'insécurité et il y a beaucoup de violence. Ah oui. Parce que là, ils se préparent à avoir des élections présidentielles. Il y a un des candidats qui s'est fait assassiner au début du mois d'août. C'est un journaliste, un gars qui avait déjà enquêté sur d'autres candidats, sur leurs liens avec les narcotrafiquants là-bas. Il s'est fait tuer. Donc là, on se retrouve dans une période assez instable avant les élections. Alors, on peut se dire, au moins, ils ont réussi à avoir une assurance envers le prochain président ou la prochaine présidente, comme quoi, ça, ce serait un bon pas pour nous en matière d'environnement. Alors ça, c'est chose faite. Et aussi, en faisant ça, ils deviennent le premier pays au monde à pouvoir, par un processus démocratique, voter que l'industrie pétrolière se tasse d'un certain endroit comme ça. Alors, on espère qu'ils vont créer un certain précédent grâce à ça. Mais c'est en fait une des raisons pourquoi le gouvernement ne voulait pas arrêter la production pétrolière, c'est que ça rapporte beaucoup d'argent, comme je l'ai dit. Sur 20 ans, ça allait rapporter 16 milliards et demi de dollars américains sur leur production au pays. Ouais. Donc bref. Oui, c'est beaucoup d'argent, mais au moins pour la forêt, ça, c'est bien. Surtout, sachant c'est quoi cet endroit-là dans le monde, puis son importance aussi, Alex. Là. Oui, donc très riche en biodiversité, mais aussi la maison de peuples autochtones. Oui, c'est ça, parce que là-bas, oui, c'est ça, il y a plein d'animaux. C'est un endroit qui est quand même assez grand, là. C'est 9820 km². Et c'est une des régions, comme ailleurs dans l'Amazonie, où à chaque fois, dans des petites portions, c'est une biodiversité exceptionnelle qui existe là-bas. On parle de plus de 600 espèces d'oiseaux qui y vivent. Il y a des centaines d'espèces de reptiles, d'amphibiens. On disait que ça, c'était plus que dans toute l'Europe au complet. Donc, tu sais, dans ce petit, là, mettons, 10 000 km²-là, mais il y a tout ça qui s'y trouve. Puis tu l'as dit, il y a les peuples autochtones aussi. Parce que il y en a quelques-uns, je pense qu'il y en a 4 ou 5, là, à peu près, je suis plus certaine du nombre, qui sont comme chez nous, un peu des peuples avec qui on est en discussion régulièrement, avec qui on essaie de faire des adaptations pour leur permettre d'avoir leurs droits, pour leur permettre d'avoir leur terre d'origine, en fait, avec qui on parle. Mais dans la forêt, seulement à cet endroit-là aussi, il y a des peuples qui sont isolés
de la population. Okay. Il y en a quelques centaines à travers l'Amazonie au complet, mais à cet endroit-là, il y en a 2 principaux. Et eux, c'est ça, on refuse depuis des années ou choisissent, si on veut, comme ça, à leur avantage, en fait, choisissent de ne pas être en contact avec la population du tout. Il y en a 2, comme je le disais, qui sont officiellement reconnus par le gouvernement, mais on sait aussi qu'il y en a d'autres. On a des preuves qu'il y a d'autres groupes qui vivent là-bas, mais ils n'ont pas encore été soit contactés ou du moins vraiment observés dans leur façon de faire. Donc ça, c'est assez fascinant, je trouve. Ben oui. C'est pas, tu sais, ils disent souvent, faut pas parler d'eux comme étant arriérés, mais plutôt comme juste des gens qui ont évolué dans notre époque moderne en choisissant de se reculer. Ouais. Puis plus tard, on va s'en reparler un peu, mais vivre dans la forêt amazonienne comme ça, complètement hors contact, sans nécessairement les mêmes technologies, bien sûr, pour... Ben, c'est assez particulier. C'est surtout c'est surtout un exploit. Moi, ça me fascine personnellement. Puis, bon... Là, je vous l'ai dit, c'est une petite victoire dans la grande guerre, là, si on veut, pour la protection de la forêt là-bas. Parce que là, c'est un petit endroit, mais la forêt amazonienne, je vous rappelle, c'est 9 pays de l'Amérique du Sud. Donc là, c'est un endroit dans un pays des 9. Alors quand même, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Puis, tu sais, là, c'est une bonne nouvelle, oui, que je vous amenais, et c'est pas la seule. Par contre, il continue à avoir un peu des mauvaises nouvelles qui entourent la forêt amazonienne. On apprend aujourd'hui, justement, que la quantité de CO2 qu'émet la forêt due à la déforestation, ben, elle a doublé en 2019 et 2020. Donc, il y en a encore du travail à faire, Alex, là, et beaucoup. Oui, parce que le principal ennemi de tout ça, c'est la déforestation, là. Puis il y a plein de raisons qui entraînent la déforestation. Il y a, bon, couper le bois, parce qu'on a besoin de... Bon, c'est l'industrie. Bon, on veut couper du bois, on en a besoin pour toutes sortes de raisons, pour construire. Après ça, il y a le secteur minier aussi. On va chercher de l'or à certains endroits dans l'Amazonie. Et dans le cas qui nous concerne, ben, c'est le pétrole. Donc, il y a ça. Puis en plus, qu'est-ce qui emmène d'autre la déforestation? On l'a vu, on en parle depuis des mois. Ben, c'est les forêts qui brûlent. Les feux. Les feux, il y en a eu des forêts. Il y en a eu des feux là-bas en Amazonie. Il y en a eu l'année dernière, il y en a eu quelques années avant. Donc, c'est là qu'on en est. Et justement, l'article qui nous apprenait aujourd'hui qu'il y a encore plus de CO2 qui est émis, ben, c'est un groupe de chercheurs qui ont publié une recherche donc dans la revue Nature. Et eux expliquaient qu'en fait, dans la période où Jair Bolsonaro était là, c'est là qu'il y a eu le plus d'augmentation de déforestation. Donc, entre 2010 et 2018, il y a eu une moyenne là, de CO2 émis, mais en seulement 2 ans, on a doublé cette moyenne-là, que ça a pris 8 ans à obtenir. M. Bolsonaro, c'est pas celui que l'environnement est le plus important, j'ai l'impression. Hein? Non, mais c'est pas qu'une impression, je pense, Alex. Quand on regarde les chiffres, c'est frappant, c'est incroyable. Mais c'est ça, puis tu sais, c'est triste de se rendre compte de ça aujourd'hui quand on veut faire des efforts. Donc, tu sais, l'Amazonie, c'est vraiment à travers tous ces pays-là, c'est plein de petites initiatives ou grandes initiatives comme ça, comme le référendum dont on parle, qui nous amène finalement à avoir de la collaboration un peu là, à travers tout ça. Donc, je suis contente. Mais là, surtout, ben, tout ça m'amène à vous parler d'un gars que je voulais vous présenter. Parce qu'une des raisons qui est dite par les chercheurs dont je vous parlais de la revue Nature, une des raisons qui explique pourquoi il y a autant de déforestation, c'est parce qu'il y a de moins en moins de groupes qui protègent la forêt, qui étaient financés ou pas. Mais donc ça a été démantelé beaucoup par M. Bolsonaro, qu'on salue. Mais quand même, là, je veux quand même qu'on finisse sur une note positive parce que ces groupes-là, ils changent réellement les choses et peuvent réellement aider. Donc, je voulais vous présenter Paul Rosalie. Okay? Moi, je l'ai découvert à travers des podcasts, notamment à travers le podcast de Joe Rogan. Il était là il n'y a pas si longtemps. Et lui, dans le fond, c'est un réalisateur, c'est un écrivain et c'est surtout un grand acteur dans la conservation de l'Amazonie. C'est un tripeux. En fait, il s'est promené là pendant des années. Il a rencontré des gens qui font partie des peuples autochtones qui sont là depuis des années et qui l'ont guidé pour lui faire un peu découvrir la forêt, la mieux comprendre et surtout comment mieux la protéger. Donc, lui, il a fondé un organisme qui s'appelle Jungle Keepers. Ça fait à peu près 10 ans. Et là, avec son équipe, donc, ils se promènent sur le terrain. Ils font de la recherche. Ils étudient les animaux qui sont là. Et ils protègent à peu près une région là, d'un peu plus de 200 km². Encore là, c'est des petites étapes à la fois, mais ils sont capables de faire des grandes choses. Ils ont réussi, juste à cet endroit-là, à retirer presque entièrement toutes les exploitations minières et de la déforestation illégale. Ah, oui. Parce qu'il y en a qui sont engagés par le gouvernement, que, on sait qu'ils sont là, mais il y en a d'autres, c'est illégal. Et là, ils ont réussi à presque enlever
observer ça au complet, sont capables d'étudier les animaux emblématiques qui sont là, comme les anacondas, par exemple. Donc, c'est une espèce de serpent qui est... Ben, je sais même plus si c'est vraiment considéré comme un serpent. Des belles petites bêtes. Assez, ben, ils étudient là-bas parce qu'on connaît pas trop leur façon de se promener, de vivre, à quelle distance. Et surtout, ce qu'on sait pas, puis ce qui fait un petit peu peur, c'est vieux jusqu'à quand ils peuvent vivre. Puis lui, il raconte donc... Jusqu'à quelle grosseur aussi? Parce que moi, ce que j'ai en tête quand tu me parles d'anaconda, c'est pas une belle image, il me semble. Ben justement, tu sais, puis quand on l'écoute... Ça, c'est une des choses qui fait qu'on a envie de protéger la nature quand on la connaît mieux, quand on en entend parler. Mais surtout, si vous allez le découvrir, ce gars-là, il raconte des histoires là, qui sont folles, là, qui font peur. Là, on parle d'anaconda. Je vais vous donner une idée. Et lui, dans le fond, ce qu'ils font avec leur équipe, entre autres, c'est qu'ils vont essayer d'en attraper. Faut que tu les attrapes, faut que tu sautes sur l'anaconda carrément. C'est gros, ces affaires-là. Hein? Je vois des images. Très gros. Là. Mais je pense qu'un des plus gros qui a été mesuré et qui a été attrapé, je pense que c'est entre 14 et 16 pieds. Là. Je sais pas si tu vois quelque chose comme ça. Mais ça ressemble à ça. C'est celui qui a été attrapé. OK? Ben oui, il y en a à un moment donné, d'autres, lui, Paul Rosalie raconte qu'il se promenait, donc il était... je pense que c'était le soir, là, où en tout cas, ça commençait vraiment il commençait vraiment à faire un peu plus noir, et donc il se promène, puis c'est tout le temps marécageux, la forêt amazonienne. Ouais. Et là, il se promenait justement sur un marécage pour traverser un endroit dans la rivière, et il tombe dans l'eau, puis il sent le corps d'un anaconda en dessous de lui. S'enrouler? Non, pas s'enrouler, juste en dessous, qui circulait. Il est tombé dessus, mais il dit que c'était tellement gros qu'il n'était pas capable de faire le tour avec ses bras. Hey, t'imagines? Moi, je suis convaincue que c'est vrai parce que ce gars-là, il a écrit des romans. On va dire, bon, OK, on crie Capitaine Bonhomme, là. Mais même les gens qui vivent là-bas savent très bien que ces animaux-là sont discrets. C'est pas nos petites couleuvres, là, ici. Là. Hey, c'est immense. Donc, ceux qu'on a mesurés, OK, ils sont immenses, mais il y en a encore plus gros que ça. Donc, ça fait partie des trucs qu'il raconte. Il raconte aussi qu'il est déjà tombé face à face avec un jaguar, ce qui est extrêmement rare. Il explique que les animaux là-bas sont pas là pour te tuer. C'est rare les attaques d'animaux. Il y a juste les insectes qui sont les plus dangereux. Ils sont gros, eux autres aussi. Il a déjà failli mourir carrément à cause d'une... Il s'était fait piquer? Oui, il s'était fait piquer, puis la piqûre a causé une énorme infection. Il y avait plein de pustules jaunes dans le visage, puis l'hôpital n'est pas à 3 km. Là. Non. Donc, grâce aux gens avec qui il était là-bas, qui ont des connaissances des plantes médicinales là-bas, ils ont réussi à le préserver en vie jusqu'à ce qu'il puisse sortir de l'endroit là-bas. Mais tout ça et toutes ces discussions comme ça nous amènent à peut-être un petit peu plus le protéger, un peu plus comprendre la forêt et tout ça. Mais surtout, ce qui explique que ce qui peut faire peur, ben oui, il y a les animaux, il y a la nature et tout ça, le fait de se perdre aussi, parce qu'il disait que c'est extrêmement facile de se perdre. Là-bas, tu peux faire quelques dizaines de pieds en avant de toi, puis tu te retournes, puis tu sais plus pantoute où t'es rendu, tu sais. Mais il y a les gens aussi. Si tu tombes par hasard ou peut-être pas sur les peuples autochtones isolés qui vivent là-bas, mais là ça peut avoir c'est là que ça peut être vraiment dangereux. Il y a déjà des gens qui sont morts. Parce que c'est pas le même langage, donc. Non, pas du tout. Ils sont capables de les encercler rapidement. Donc il y a ça aussi. Bref, ça c'est pour vous expliquer que ce monsieur-là il raconte toutes sortes d'histoires vraiment fascinantes. Mais surtout, la bonne nouvelle, c'est que lui a trouvé une façon de nous faire voyager dans l'Amazonie. Parce que c'est un endroit hostile, ça fait peur, c'est vraiment pas fait pour les touristes. Et donc, lui a construit la plus grande cabane dans l'arbre au monde, 110 pieds dans les airs. Ah oui. Mais c'est un endroit luxueux. Donc, tu peux dormir là, tu peux prendre ta douche, t'as le Wi-Fi. Y a-tu des moustiquaires? Oui, il y a tout. Puis ça va permettre aux gens d'aller là-bas, d'aller passer un séjour, puis peut-être à nos futurs influenceurs d'avoir envie de la préserver en voyant vraiment de l'intérieur ce que c'est. Donc, son objectif à Paul Rosalie, c'est d'en construire plusieurs à travers la forêt amazonienne, puis de permettre un peu à monsieur, madame, tout le monde d'aller vivre l'expérience de la nature là-bas. Donc ça fait partie des initiatives qui sont intéressantes pour nous faire vouloir protéger les endroits qui comptent pour nous. Et c'est important de le faire. C'est fascinant tout ça. Merci beaucoup, Cybèle. Merci. Salut, merci à vous d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. À très bientôt, j'espère. Faites attention à vous autres. Cet épisode est maintenant